Arrêtons-nous un moment, parce que les choses sont moins simples qu'on pourrait le croire, sur des questions de définition, et ensuite, nous verrons d'où ils viennent et ce qui les caractérise. Acteur transnational, je vous donne une définition, qui est une définition de personne, puisqu'elle est de moi, style gâteau fait à la maison, hein. Tout acteur qui, par volonté délibérée ou par destination, agit dans l'espace mondial en dépassant le cadre étatique national et en échappant, au moins partiellement, au contrôle et à l'action médiatrice des États. Alors, je reprends quelques éléments de cette définition pour que vous voyez bien, vous situiez bien le problème. Sera considéré comme acteur transnational tout acteur agissant dans l'espace mondial, mais agissant d'une certaine manière. L'acteur transnational est un acteur qui est capable d'agir, c'est-à-dire de peser, de se faire entendre dans l'espace mondial, mais qui va se libérer de la tutelle étatique. De tout temps, mesdames et messieurs, de tout temps, tout individu pouvait se produire sur l'espace mondial, mais il ne pouvait le faire que par le visa de son état d'appartenance. Visa au sens propre comme au sens figuré, c'est-à-dire avec l'autorisation de l'État. Ainsi le voyageur, ainsi le commerçant, ainsi le missionnaire, etc. L'acteur transnational est un acteur qui va agir, mais à partir de ses propres ressources. À partir de ses propres ressources, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va mobiliser des ressources économiques, culturelles, symboliques, qui n'habilite pas à agir sur la scène mondiale. Et du coup, cet acteur va avoir pour caractéristique d'échapper au contrôle des États. Les États aimeraient bien continuer à avoir ce monopole sur l'action diplomatique, comme le souhaitait, le demandait, le voulait le grand philosophe anglais Thomas Hobbes que nous avons vu ensemble. Donc les États vont essayer de faire tout ce qu'ils peuvent pour retenir son action et pour conserver ce qu'ils peuvent de monopole sur l'action diplomatique. Mais voilà, le propre de la mondialisation, on y reviendra encore la semaine prochaine, c'est de donner aux acteurs non étatiques une capacité d'action qui les rend potentiellement transnationaux. Et j'ajoute que non seulement cet acteur agit dans l'espace mondial en échappant au contrôle de l'État, mais il le fait soit par volonté délibérée, parce qu'il le veut. Une ONG humanitaire veut agir de manière transnationale, elle le dit, elle ne cache pas. Amnesty International a un projet transnational. De même qu'une firme multinationale a un projet transnational. De même que l'Église de Rome a un projet transnational. C'est affirmé, volonté délibérée, ou par destination. Par destination, c'est quantité d'acteurs transnationaux qui ne revendiquent aucune stratégie transnationale, mais qui, de facto, sont dans une logique de transnationalité. Un consommateur, un téléspectateur, si ce soir, en rentrant chez vous, vous branchez CNN ou Al Jazeera, vous êtes devenu un acteur transnational, sans vous faire offense, un micro-acteur transnational, sans que vous l'ayez calculé ni voulu, mais parce que, voilà, vous êtes dans une situation de transnationalisation. Donc, ce que je voudrais bien vous faire comprendre à ce niveau, c'est que tout acteur non étatique, les fameux ANE, A-N-E, les acteurs non étatiques sont tous potentiellement des acteurs transnationaux. Seulement, voilà, il y en a qui parviennent à s'accomplir dans cette identité d'acteurs transnationaux, alors que d'autres n'y parviennent pas ou seulement très marginalement. Donc ce sont les acteurs non étatiques qui ont cette capacité de transnationalisation, de transgression des frontières, qui sont réputés acteurs transnationaux. Je voudrais continuer dans l'inventaire de ces définitions, parce que ce sont des termes qui ne vont plus nous quitter. Je voudrais continuer en situant le deuxième concept, relation transnationale. Lorsque des acteurs transnationaux entrent en contact, communiquent, échangent, passent des transactions officielles ou clandestines, ils produisent ces relations particulières qu'on appellera relations transnationales. Alors, on dira dans une rigueur toute académique
qu'il y a les relations internationales, vous êtes bien d'accord avec moi, internationales, il faut entendre interstato-nationales, c'est-à-dire quand on dit relations internationales, c'est des relations entre États, et puis il y a les relations transnationales, ce sont des relations dans lesquelles opère au moins un acteur transnational, d'accord? Que ce soit un État avec une firme multinationale, on est dans une relation transnationale, un État avec une Église, ou une Église avec une autre Église, ou un média international avec une ONG, ou un média international avec un État. D'accord? Les flux transnationaux, qu'est-ce qu'un flux? Un flux, nous dirons un flux transnational, c'est une relation récurrente. Une relation transnationale peut être ponctuelle à un moment donné dans le temps, puis c'est fini. Un flux transnational, c'est une relation qui se répète. Et en se répétant, en créant de la récurrence, elle modifie le fonctionnement du système international. De même qu'un filet d'eau qui passe toujours au même endroit finit par éroder la surface sur laquelle il se déverse, eh bien, des flux transnationaux qui se répètent modèlent, structurent, organisent le système international. Et enfin, je voudrais insister un peu plus longtemps sur le dernier, le petit dernier de la famille, qui s'appelle le réseau transnational. Un réseau transnational, c'est en quelque sorte une relation qui est fondée sur un lien faible, c'est-à-dire faiblement institutionnalisé, c'est-à-dire faiblement formalisé, c'est-à-dire faiblement visible. The strength of weak ties. Je vous ai toujours dit que quand je parlais en anglais, c'est que c'était grave. The strength of weak ties, pour reprendre la formule du grand sociologue Mark Granovetter, qui a inventé ce concept de lien faible, weak ties, avec la grande idée, mesdames et messieurs, retenez bien cela, que plus le lien est faible, discret, peu visible, peu institutionnalisé, plus il est efficace et redoutable. Autrement dit, si vous voulez vivre efficace, vivez caché. C'est tous ces liens qui parcourent l'espace mondial, qui franchissent d'autant plus facilement les frontières, puisque c'est de l'ordre de l'informel, de l'invisible, du faiblement organisé. Tous ces liens qui structurent l'espace mondial en franchissant les frontières et qui, peu à peu, viennent ainsi donner à quantité d'acteurs une capacité très grande d'action dans l'espace mondial. Force des réseaux, réseau des anciens d'Al-Azhar, si important dans la constitution des réseaux en pays musulmans, ceux qui fréquentent cette grande école religieuse, grande université musulmane du Caire. Alors, je vais vous montrer que je ne vous dis pas n'importe quoi. Regardez bien. Alors, commentons ensemble ce schéma extrêmement intéressant qui nous est offert par le magazine Bloomberg. Dans ce schéma, les auteurs ont essayé de montrer les liens extrêmement riches et multiples que vous devinez à l'écran entre des acteurs, disons, de l'économie occidentale. Il s'agit là de montrer la solidarité, la connivence entre les grands acteurs économiques de la vie occidentale, de ce pôle occidental au contour si imprécis. Alors prenons ensemble quelques exemples et vous verrez à quel point tout ceci est parlant. Prenons d'abord le personnage qui est au centre de ce schéma, Stanley Fischer. Stanley Fischer qui a été longtemps au MIT et qui est actuellement gouverneur de la Banque d'Israël. Alors que voit-on? Eh bien, Stanley Fischer a été le directeur de thèse de Ben Bernanke, qui a été jusqu'à récemment lui-même gouverneur de la Federal Reserve Bank, c'est-à-dire de la Banque centrale américaine, lequel Ben Bernanke, gouverneur de la Federal Reserve Bank, a partagé son bureau au MIT avec Mervyn King, qui a été gouverneur de la Banque d'Angleterre.
Revenons à Stanley Fischer, le même Stanley Fischer, on apprend qu'il a retravaillé la thèse d'un certain Mario Draghi, qui est actuellement président de la Banque centrale européenne. On pourrait aussi noter que le même Stanley Fischer a dirigé quantité d'autres thèses, dont celle d'Olivier Blanchard, économiste-chef au Fonds monétaire international. Continuons à explorer les différentes étoiles de cette constellation, étoiles dans tous les sens du terme. On apprend que, par exemple, le très fameux économiste, professeur au MIT Paul Samuelson, a été le partenaire au tennis de Franco Modigliani, également professeur au MIT. Mais Modigliani a été un co-auteur de différents papiers avec Lucas Papademos, qui a été nommé, comme vous vous en souvenez probablement, Premier ministre de la Grèce, je dis bien nommé Premier ministre de la Grèce, par les instances européennes. Papademos faisant lui-même partie ainsi de cette constellation MIT. Le même Modigliani, cet homme qui a travaillé avec Lucas Papademos, a lui aussi travaillé étroitement avec Bernanke, dont nous parlions tout à l'heure, président de la Federal Reserve Bank. Si on revient vers Samuelson, on sait qu'il est l'oncle d'un autre grand économiste qui a fréquenté MIT, Larry Summers, qui a été, comme vous le savez, secrétaire au Trésor dans l'administration américaine et qui a failli être nommé à la tête de la Federal Reserve Bank à la place de Ben Bernanke. Lequel Larry Summers, l'histoire peut être prolongée, a été en situation d'étroite collaboration avec Stanley Fischer, dont nous parlions tout à l'heure. On notera également qu'il a été le professeur d'un certain Charles Bean, qui est lui-même sous-gouverneur de la Banque d'Angleterre. Voilà, je prends quelques exemples parmi tant d'autres possibles, qui montrent quoi? Qui montrent, d'une part, une commune socialisation, c'est-à-dire que tous ces acteurs universitaires ou praticiens ont été exposés au même cours, à la même ambiance académique, bref, ont été socialisés communément, et qui montre aussi une logique de réseau, c'est-à-dire des partenariats, des situations de tutelle, de direction de thèse, de coécriture, tout ceci montrant un apprentissage à ce que plus tard j'appellerai la connivence. Vous avez quantité de façons de travailler sur des réseaux transnationaux. Vous pouvez par exemple prendre les fameux 3 personnes qui ont fait partie du séisme de l'Union européenne, M. Lucas Papademos, M. Mario Draghi, et ajoutons M. Mario Monti, qui a été imposé par l'Union européenne comme président du Conseil italien à la place de M. Berlusconi. Eh bien, Draghi, Monti et Papademos, tous les 3 ensemble chez Goldman Sachs. Ça crée des liens. Eh bien, ça, mesdames et messieurs, vous avez assisté, grâce à la magie de la science politique, à un phénomène que, dans sa haute prétention, la sociologie et la science politique appellent un phénomène de réticularisation.